Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de l'émission Dialogue politique diffusée en direct sur Facebook à travers la plateforme Medar. Aujourd'hui, notre invité est un vieux routier de la politique. Il s'agit de M. Aboubakry Souleymane Ba, président du comité de suivi de la coalition Vivre Ensemble, la CVE. Nous allons essayer de vous le présenter avant d'entrer avec lui dans le vif du sujet. Monsieur Aboubakry Souleymane Ba est fut membre de la jeunesse de l'AMN, membre du FDUC, de l'IFD, du comité de crise qui avec El Hor créa le parti AC, Action pour le changement. Il est membre fondateur de l'AJD, chargé des relations extérieures du bureau politique, membre de l'AJDMR et démissionnaire après que ce parti ait rejoint la majorité présidentielle à l'époque. En 2014, après la création des FPC, il devient secrétaire général adjoint chargé de l'organisation des Flammes. Et en 2019, les Flammes ont rejoint la CVE qui avait soutenu Feu Khan Hamidou Baba, qui était candidat à la présidentielle. Et M. Ba est devenu conseiller, le conseiller du président Khan Hamidou Baba. Il est devenu après président également de la commission chargée de l'éducation, de l'organisation. Ensuite, il est devenu permanent de la commission exécutive. Et à la veille des élections présidentielles passées, il est devenu président du comité de suivi de la CVE. Monsieur Ba était également candidat à la députation pour l'AJDMR lors des dernières élections. Et il était sur la liste de Nouakchott Sud. Succinctement une présentation de notre invité. Bonsoir Monsieur Ba. Bonsoir Monsieur Bakary. Merci beaucoup. Nous vous disons bienvenue dans cette émission que nous allons tout de suite entamer, une émission dans laquelle nous allons essayer de parler des questions nationales plus particulièrement. Et tout d'abord, nous allons parler de la CVE, de la coalition Vivre Ensemble, dont vous êtes le président du comité de suivi. Nous voudrions un peu que vous nous parliez un peu de cette coalition que beaucoup de gens ne connaissent pas, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de dissensions, on voit qu'il y a beaucoup de CVE, etc. On voudrait que vous nous édifiez un peu sur cette coalition-là. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Merci de m'avoir invité sur cette émission, Dialogue politique. La CVE, au départ, je vous ai parlé de 2019 quand Hamidou Baba était candidat en 2019. Ça, c'est la CVE au départ. Après les élections, la CVE s'est scindée en deux. Il y a une partie qui est restée CVE, dirigée par Khan Hamidou Baba, et une autre qui est devenue CVE vert, laquelle il y avait dirigée par Dia Alassane, président de Touche pas à ma nationalité, avec les FPC, l'AJD, etc. L'autre est resté, l'autre CVE, il y avait le PLEJ, il y avait une partie de l'AJD, il y avait aussi Arc-en-Ciel et autres. Entre-temps, pour être vraiment court, il y a eu la veille, Hamidou Baba a disparu dans un accident, il est décédé un peu après, et puis c'est le début d'une crise qui va un peu durer, et malheureusement c'est à la veille des élections législatives, municipales et régionales. Et il fallait, comme nous n'avons pas de récépissé, tous les partis qui constituaient cette CVE n'avaient plus de récépissé, que ce soit le MPR,
et Arc-en-Ciel, le Plège, et même le Front populaire. Donc il fallait trouver quelqu'un avec lequel on peut pouvoir aller aux élections. Donc en fait, on disait que naturellement nous devrions aller avec l'AJD. Mais il fallait qu'on voit entre l'AJD et les autres partis qui peuvent nous donner la meilleure offre. On a attendu l'AJD d'une manière vraiment rapide. L'AJD nous a fait des propositions juteuses. Ils nous ont donné la tête de liste des jeunes, la tête de liste, le numéro 2 sur la liste des femmes, la tête de liste du conseil régional, la tête de liste de Nouakchott-Sud. Et beaucoup d'autres postes, la tête de liste pour la mairie d'Elmina, d'Ixar et autres. Et certains n'étaient pas contents. Ils voulaient que ce soit un peu plus. Ils sont allés voir nos camarades de Tawassoul. Malheureusement, ça n'a pas marché. On a attendu très, très longtemps. Une bonne partie du bureau de la commission exécutive voulait qu'on parte avec l'AJD. Et une autre partie voulait qu'on parte avec Tawassoul, dont le président, l'ancien président, Mahamadou Alassane, qui avait suivi Hamidou Baba. En fait, toutes les coordinations, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, voulaient qu'on parte avec l'AJD, compte tenu des offres qui nous ont été faites. Et quand on a voulu partir, malheureusement, les autres sont restés. Donc, on est allé avec l'AJD signer les accords pour l'électoral et les autres sont restés avec la CVE. Donc, à partir de ce moment, on a créé le comité de crise, ce comité de crise que j'ai dirigé pendant presque 48 heures, qui est devenu comité de suivi, dont je suis le président. L'autre parti est allé rejoindre Tawassoul. Malheureusement, ils n'ont pas eu grand-chose. Après, on est allé aux élections. On est aux élections législatives, où, comme je vous l'ai dit, en fait, on devait faire de très très bons résultats. En fait, j'ai dit que notre candidature de Nouakchott-Sud, on est vraiment passé et on a été victime de cette affaire de l'AND qui a fait manipuler les résultats avec bel et bien l'autorisation de la Commission électorale nationale indépendante. Et en fait, le candidat aussi des jeunes devait normalement passer. Tout ça. Mais à la fin, on a eu une vingtaine de conseillers, 2 conseillers régionaux. Et on est allé au deuxième tour à Bababé, à la députation. Bon, on a fait passer beaucoup de conseillers, dont le 3e maire adjoint au niveau de Nouadhibou. Donc, on a fait les résultats à peu près d'une manière très ramassée, et c'est à peu près ça. Pour te dire que la CVE, actuellement, son comité de suivi, qui n'est pas encore, qui ne s'est pas structuré, on est en train de voir toutes les coordinations au niveau de Nouakchott et à l'intérieur du pays. On est en train de préparer un comité de pilotage qui devrait certainement sortir le président officiel qui sera définitif. D'une manière ramassée, c'est un peu ça. Et pour ce qui est de, si j'ai bien compris, la CVE n'a pas encore son récépissé. Mais elle arrive à travailler quand même, à faire ses activités. Voilà, on n'a pas eu de récépissé, mais on a de personnes ressources. On a des gens importants. Parce qu'en fait, pendant ces élections, on a aidé l'AJD à avoir de très très bons résultats, un peu partout, en Mauritanie, que ce soit à Nouadhibou, dans le Gorgol, au Guidimara, à Nouakchott, dans le Brakna. Donc un peu partout et à l'étranger. Donc nous avons une forte personnalité. On a à 2 reprises déposé pour avoir un récépissé, mais malheureusement ça n'a pas marché. L'État refuse, comme elle l'a refusé pour les FPC et pour RAG, pour avoir ce récépissé. Et donc on est en train de revoir encore comment pouvoir avoir des récépissés. Mais est-ce que c'est pas le fait que, par exemple, généralement la CVE, comme on voit, est une coalition qui est constituée essentiellement de partis négro-africains,
ou de personnalités négro-africaines. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que l'État n'est pas prêt à donner vraiment... Ça peut être un prétexte, mais ce n'est pas ça. La CVE est constituée, il y a des arabo-berbères là-dedans, et on a notre ami Didi Ould Mostafa qui est là-bas, et on avait les gens du Front populaire. Donc il y a d'autres couches, ce n'est qu'un prétexte, il y a toutes les couches de la société mauritanienne qui sont au niveau... Ça ne peut être qu'un prétexte, et ce qui a empêché le RAG ou l'FPC, c'est la même chose. Mais en tout cas, depuis pratiquement la fin des élections, on n'a plus entendu la CVE. Est-ce à dire qu'elle n'a pas vraiment survécu à la disparition? Et pourtant, c'est sans pouvoir ce qui se passe. Voilà. On est à l'intérieur, on a fait beaucoup de nominations parce que nous sommes sur le plan administratif très en avance. On est en train de nous structurer un peu partout. Oui. On a des coordinations un peu partout, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Au niveau de la diaspora, on est très bien représenté au niveau des États-Unis, de la France, et un peu partout. Et à l'intérieur du pays, et on est en train de nous organiser. Et nous faisons des activités, nous partons des conférences de presse, nous faisons beaucoup d'activités. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur votre projet de société, vraiment pour la Mauritanie? Tu sais que nous privilégions à ce qu'il y ait des assises nationales. On avait déjà préparé des assises au niveau de la CVE pour éventuellement qu'il y ait un dialogue entre les Mauritaniens pour qu'on dépasse, qu'on refonde ce pays. Parce qu'en fait, on a trouvé que ce pays, depuis 1958, est très mal fondé. Nous cherchons à le fonder à travers ça. On veut qu'il y ait un dialogue au niveau national où il sera inclusif. Où il y aura deux aspects de ce dialogue. Nous voudrions que les dialogues qui ont eu lieu avant ont regroupé tout le monde. Maintenant, on veut qu'il y ait un dialogue au niveau de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Ça concerne l'État et les communautés, c'est-à-dire toutes les communautés seront représentées. Entre le problème et l'État, ça sera traité à ce niveau. Ce dialogue va regrouper les hommes politiques, et les représentants des communautés. Parce qu'il y a un problème à traiter entre l'État et les communautés. Ça, c'est au niveau du dialogue, de l'unité nationale de la cohésion sociale. Il y a un dialogue, c'est la démocratie, essentiellement. Ça ne concerne que les hommes politiques. Parce qu'on a vu qu'à chaque fois, c'est n'importe qui venait autour du dialogue, on a accédé à n'importe qui, et ce sont des gens qui ne sont pas à niveau. Donc, il y avait un dialogue sur la démocratie où les partis politiques et les hommes politiques et toutes les organisations politiques seront. Il y a un autre dialogue sur les trucs sociaux ou la société civile et autres. On va le déléguer en trois parties. C'est ce qui nous importe. Et par rapport à ça, il y a beaucoup d'injustices par rapport à ce qui se passe. Au niveau du pays, une seule communauté dirige le pays, une seule communauté a tout au niveau du pays. Il faut que cela change. Nous voudrions que dorénavant, au niveau de certains postes, comme le poste de président, le poste de premier ministre et le poste de président de l'Assemblée, ces trois postes ne soient plus entre les mains d'une seule communauté. Que ce soit si le président de la République est un Peul, le premier ministre un Maure, le président de l'Assemblée, que ce soit un Soninké, de sorte que ce soit statué noir sur blanc, qu'on puisse le faire. Ça, ce n'est pas seulement à ce niveau, mais à tous les postes qu'on dit que les postes électifs, qu'il y ait des gens qu'on mettra, de faire sorte qu'on fait un dosage. Ça, c'est un fait. La deuxième chose, c'est par rapport aux richesses de ces pays. Il faut qu'il y ait un rattrapage par rapport à ce qui se passe. Parce qu'ici, il y a une seule communauté, on n'a aucun homme d'affaires, on n'a aucune banque, on a
sur le plan financier, nous ne représentons rien. Donc il faudrait que l'État fasse une discrimination positive pour pouvoir permettre à cette communauté de rattraper, que ce soit au niveau de l'armée. Peut-être on va faire une échelle sur 20 ans ou 25 ans, de telle chose qu'on rattrape qu'il y ait des généraux, des colonels, des capitaines, des officiers supérieurs à tous les niveaux. Et au niveau de la haute administration, la même chose. Et aussi à tous les niveaux qu'on ait que des licences de pêche soient données à ces communautés, des licences au niveau de l'information, des licences au niveau des banques, des licences, etc., de telle sorte pour corriger ces injustices qu'on dirait. Donc, ça, et d'une manière ramassée, à peu près, ça, c'est... Oui, mais quand même, aujourd'hui, il faut reconnaître que dans tous les leviers de commande, nous trouvons quand même une représentativité de toutes les communautés nationales, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit au niveau des postes même de responsabilité. On a une représentation quand même de tout le monde. Allons-y au niveau de l'armée. Oui. Sur les 50 et quelques généraux, 2 généraux noirs. 2 généraux noirs, ça ne représente pas. Les noirs sont beaucoup plus importants que ça. Ils font au minimum plus de 60% la population. S'il y a 2, ça veut dire qu'il n'y a pas une représentativité. Au niveau des au niveau des gouverneurs, au niveau des gouverneurs, des chefs d'arrondissement, des préfets, ils n'existent même pas. Les autres communautés n'existent même pas. Donc il n'y a pas. Au niveau des directions, de la haute administration, il n'existe même pas les postes de sécurité, les postes financiers, etc. Les autres ne sont pas. Au niveau de la radio, les directions de la radio, de la télévision, etc., au niveau de l'information, au niveau de la culture, nous n'existons même pas en réalité. Donc, si on parle, il n'y a pas de représentativité. Vraiment, ça n'existe même pas. Nous n'existons même pas. On ne peut même pas parler de représentativité. Bon, nous allons parler on sait que notre pays vient de célébrer le 63e anniversaire de l'indépendance nationale. On voudrait bien savoir que vous inspire vraiment cet événement, vous en tant que président du comité de suivi. Monsieur Bakary, c'est que nous avons peur du mois de novembre. Nous ne voulons même pas entendre le mois de novembre. Pourquoi? Ce qui s'est passé la nuit du 27 au 28 novembre 1990, pour célébrer l'indépendance nationale, des militaires ont eu à expandre leurs collègues pour célébrer cette indépendance. Et ils ont créé beaucoup d'orphelins, beaucoup de veuves. Et depuis ce moment, rien n'a été fait pour traduire ces gens qui l'ont fait. On ne sait pas qui l'a fait. Certains, on soupçonne des gens qui l'ont fait. L'État n'a rien entrepris pour ça. Nous avons été gênés, cette fois-ci, que les festivités ont été interdites ici à l'intérieur du pays, à l'extérieur, pour la seule et simple raison que les Palestiniens sont bombardés par les Israéliens. Alors que la Palestine est ici. Les négro-africains, au lieu d'aller chercher à résoudre les problèmes ou commémorer ou bien, je ne sais pas, vivre des moments difficiles avec les autres, il faudrait vivre des moments avec nous. Le problème, nous vivons pire que ce que la Palestine vit ici. Donc cette indépendance, elle est souillée. Nous, c'est un deuil pour nous. C'est vraiment un deuil. Vraiment, ça ne correspond à rien. Bon, en dehors du fait que vous avez souligné que vraiment cette indépendance est souillée, comme vraiment c'est une thèse qui est défendue par, en tout cas, beaucoup de négro-mauritaniens, quel est le chemin parcouru par le pays depuis le 28 novembre 1960? Nous ne retenons pas grand-chose de... la première des choses, là où le fossé s'est créé, c'est en 1958, au congrès d'Alec, où
au lieu d'aller préparer, fonder l'unité nationale, on a voulu vivre dans un état unitaire, où il n'y avait pas de garantie demandée par les négro-africains pour pouvoir vivre ensemble. Malheureusement, les premiers gros événements, c'est en 66. C'est ce que nous retenons. En 66, lors du manifeste du 19, il y a eu une répression, il y a eu une guerre civile pratiquement, où beaucoup de négro-africains ont été tués. À la circulaire 02, en 79, pour l'arabisation, la même chose, la descente, c'est ce que nous retenons, des gens ont été arrêtés, torturés, tués. Et après, il y a eu 86, quand le manifeste des négro-africains a été écrit par les Flames, des gens, pour leur simple opinion, ont demandé à ce que les Mauritaniens se retrouvent autour d'une table et résolvent leurs problèmes entre eux. Pour cette simple raison, ils ont été arrêtés. Certains sont morts dans les prisons, dont l'écrivain Ten Youssouf, l'ex-ministre d'Hugo Tafsirou, Ba Abdel Koudous, et d'autres gens qui sont morts après. Il y a eu 87, la tentative de coup d'État. On a exécuté des gens. C'était le 6 décembre, on va fêter l'anniversaire dans 5 jours. Le 6 décembre, 3 officiers ont été tués pour avoir une tentative de coup d'État. Alors que les Hanana et autres ont fait un coup d'État sanglant, où il y a eu même mort du ministre, du chef d'état-major. Il y en a été suivi. Et après, nous avons vécu aussi des choses, 90-91, où il y a plus de 500 et quelques militaires qui ont été froidement tués, plus tous ceux qui ont été... Il y a eu les événements de 89, il y a eu, pour être avancé, où on a tué beaucoup de civils, on a renvoyé beaucoup de gens de ce pays, on les a répatriés, on les a déportés, etc., au Mali, au Sénégal, plus de 120 000 personnes. Et après, il y a eu, en 2011, l'état civil, malheureusement, qui est là pour empêcher les négro-africains, qui les fait perdre leur nationalité. Après, et des élections qui sont truquées, après, nous ne retenons pas grand-chose une petite période quand même, il faut le dire, pendant l'événement de Cheikh Sidi Abdallah, qui avait voulu changer les choses en une année et demie. Malheureusement, les militaires n'ont pas pu supporter et l'ont bouté dehors. C'est ce que je retiens. Donc, pour vous, c'est vraiment le côté sombre que vous retenez. Vous ne voyez pas quand même que le pays a fait d'énormes progrès depuis 1960 Un progrès, nous ne le sentons pas. Oui. Nous, négro-africains, vraiment, nous ne le sentons pas. Oui. S'il y a, à aucun niveau, nous ne sommes pas visibles. Vous ne verrez pas un homme d'affaires négro-africain. Ou vous ne verrez pas un banquier négro-africain. Il n'y a pas une haute autorité qui peut faire quelque chose au niveau de ce pays. Nous n'avons pas de... L'école militaire est là. Il n'y a que les arabo-berbères. Les écoles d'excellence, il n'y a que les arabo-berbères. Qu'est-ce qu'on retient? S'il y a eu des goudrons, s'il y a des trucs faits, ça n'a aucune incidence sur la vie. On va donc revenir sur la réalité actuelle et sur la situation politique. On sait que depuis maintenant 4 ans, la situation politique en Mauritanie est complètement apaisée. On a vu que pendant les dernières élections, il y a eu quelques remous de la part de l'opposition, mais avec la signature du pacte républicain, vraiment les choses sont rentrées dans l'ordre. Qu'est-ce que vous pensez vraiment de cette attitude, surtout de l'opposition vis-à-vis du pouvoir? Moi, je dis, quand on parle d'apaisement, je me pose la question par rapport... J'ai entendu beaucoup d'hommes politiques parler d'apaisement, mais moi, je ne vois pas cet apaisement. S'il y a apaisement, comment on peut apaiser un pays alors qu'il y a des gens les gens n'ont pas les mêmes droits? Vous cherchez un récépissé, vous ne pouvez pas le trouver. Vous voulez avoir vous voulez être seulement citoyen, vous ne pouvez pas le trouver.
vous voulez étudier, on fait une loi d'orientation qui est en train de tuer complètement notre enseignement, nous ne pouvons plus. Ok? Et vous ne pouvez. Il y a pratiquement rien. En fait, il y a l'apaisement. Si vous manifestez, on vous réprime. On a vu Hollande comment les gens ont été réprimés la fois passée. Et on a manifesté le 28 novembre. On a été pris, on a été bien molesté par les militaires. Moi, je ne vois pas d'apaisement. Cet apaisement, si les autres sentent, c'est bon. Okay. Par rapport au pacte, qui a signé le pacte? Le pacte, c'est entre qui et qui? Ces deux organisations politiques qui se disent de l'opposition, en fait, qui, depuis l'avènement de Ghazouani, sont de la majorité presque présidentielle, où ils reçoivent beaucoup de nominations. Pendant les élections passées, ils sont passés vraiment vite, avec aucun élu. Donc, ils n'ont aucune représentativité au niveau du pays. Et pourtant, c'est l'effet qui criait tout le temps qu'il faut que les gens soient... On parlait de cette opposition qui était représentée au niveau de l'Assemblée nationale, etc. Ils n'ont aucun député. Et c'est à leur niveau ici, c'est eux qui avaient dénoncé les élections passées pour dire que... ils ont demandé à ce qu'on arrête, qu'on reprenne les élections, etc. Et qu'ils aillent signer un pacte avec le pouvoir, avec... c'est l'IFP, l'RFD, c'est le pouvoir par le canal du ministre de l'Intérieur et INSAF. À l'intérieur du pacte, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pas de passif humanitaire, on n'en parle pas. Le problème de l'éducation, on n'en parle pas, correctement. Il parle de toutes ces questions. Dans le pacte, il y a le passif, dans un autre langage qui n'a absolument rien à voir avec la vérité. Oui, en tout cas, il en parle dans le pacte. Ça, c'est un langage déguisé dans lequel on ne peut pas se mêler. S'il y a une chose sérieuse, si vraiment le pouvoir veut aller au dialogue, on a eu la possibilité d'aller au dialogue la fois passée, après les élections présidentielles, quand Ghazouani est arrivé au pouvoir, on ne sait comment. Les gens ont voulu qu'il y ait un dialogue. Toute la classe politique réunie, que ce soit Tawassou, l'APP de Massoud, la CVE, tous les autres partis, les RFDF, voulaient aller au dialogue. Mais Ghazouani a dit qu'il n'y a pas de problème. Il avait accepté. Au départ, il avait refusé. Mais après, il avait accepté. Il en est sorti. C'était la seule occasion où il y avait un dialogue. Mais un dialogue comme ça, le dialogue, nous avons été convoqués par la cellule chargée de politique, par Madame Hindou, au niveau de la primature, où on est allé 2 ou 3 fois pour pouvoir faire partie. Nous avons posé des conditions. 2 importantes pour nous. S'il y a un dialogue, qu'il soit inclusif, que le président de la République s'adresse à la nation, ou le Premier ministre, ou dans le pire des cas, le ministre de l'Intérieur, qu'il s'adresse à la nation, qu'il demande qu'il y ait un dialogue inclusif où tout le monde sera là, où on va traiter les problèmes très sérieusement. Parce que ce pays souffre. Vraiment, il souffre. Et vous avez vu, partout ce sont des problèmes. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Ce n'est pas ce pacte-là dont on parle d'un renforcement de l'unité nationale qui n'existe même pas. Qui n'existe même pas. Et on veut nous amener dans des trucs où je crois que ce n'est pas sérieux. D'ailleurs, ce n'est pas sérieux. Après une très longue léthargie, on sait l'état dans lequel se trouve l'opposition actuellement. Et vous faites partie de l'opposition. Et après une très longue léthargie, on assiste ces derniers temps vraiment à une nouvelle dynamique, parce qu'on a vu qu'il y a eu récemment une réunion avec l'institution de l'opposition qui a regroupé pratiquement toute l'opposition. Je ne sais pas si vous étiez présent à cette réunion, donc vous n'avez pas été convié. Et puis il y a eu également la réunion qui a eu lieu lundi dernier au ministère de l'Intérieur, où il y a une vingtaine de partis également, aussi bien de l'opposition que de la majorité qui sont conviés. Je ne sais pas si vous étiez présent également. Donc on voit vraiment que les choses sont en train de bouger. Et je voudrais savoir où vous vous situez, vous, par rapport à toute cette dynamique-là. Moi, je crois que tout ce qui est fait sans la vraie opposition ne va pratiquement nulle part. Mais qui est la vraie opposition? La vraie opposition, c'est l'opposition qui veut la reconstruction de ce pays sérieusement. Ce n'est pas une opposition
au régime, c'est une opposition au système. Oui. Cette opposition au régime, les gens ne cherchent que le pouvoir. S'opposer à ce système, c'est vouloir reconstruire ce pays. Oui. Parce que ce pays, et par l'unité nationale, n'existe pas. Nous avons des problèmes à tous les niveaux. Chaque jour qu'on se réveille, ce sont des problèmes. Oui. Donc la meilleure manière de convier, de vouloir faire bouger les choses, Oui. c'est de convier tout le monde, opposition responsable, Oui. qui est là pour reconstruire. Parce que si vous parlez de l'opposition, il y a une partie de l'opposition qui ne cherche pas à résoudre les problèmes de la Mauritanie. Parce que quoi qu'on dise, on sait que nous vivons de sérieux problèmes au niveau de cette unité nationale. Donc si on ne fait rien pour changer tout ça, vraiment, on ne peut pas faire bouger. Ça n'ira nulle part. D'après les informations que j'ai reçues, des gens qui me sont proches au niveau de l'opposition, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé. Donc je ne crois pas que ça puisse... mais en tout cas, on voit toujours que c'est le pouvoir qui prend des initiatives, qui est en train vraiment de manœuvrer, et l'opposition pratiquement à côté, elle n'existe pas. Donc il n'y a pas d'initiative. Moi, je me demande comment l'opposition pourrait vraiment se faire entendre si elle est divisée, si elle est dispersée. Je ne vois pas, vous, au niveau de la CVE, comment vous voyez cela? Moi, je suis d'accord avec vous que si l'opposition n'est pas unie, elle n'ira nulle part. Mais c'est le devoir de l'État, du pouvoir, de prendre des initiatives dans ce sens, pour éventuellement faire bouger les choses. Parce que l'État sait qu'il y a des problèmes. Parce qu'à leur niveau, par exemple, je dis qu'au niveau du passif humanitaire, ils sont en train de tout faire pour éteindre le problème de ce génocide. Ils approchent une partie des rescapés pour éventuellement dire qu'ils vont les indemniser, etc., pour casser toute cette dynamique. Ces problèmes, quand on ne les résout pas, on ne résout pas les problèmes de la Mauritanie. Cette opposition que vous dites ne prend pas en charge, banalise ce problème, alors que ce problème est un problème très sérieux s'il n'est pas traité. Au même titre que l'unité nationale, quelle est une conséquence de l'unité nationale sous ce problème d'état civil-là, les problèmes des terres, etc., le problème de l'éducation et tout ça. Ça, c'est un ensemble de problèmes que l'opposition que vous dites ne prend pas ça en charge. C'est à l'État d'être sérieux et de ne pas frustrer les gens. Parce que je donne l'exemple, on va parler de l'éducation. On est en train il y a eu cette loi d'orientation qui est là pour enseigner, pour l'arabisation en outrance, en fait. On dit qu'on va introduire les langues nationales. On avait dit qu'on allait les introduire cette année. Malheureusement, ce n'est pas fait. C'est maintenant qu'on est en train de former les enseignants, seulement 28. Non, mais attention, on n'avait pas dit qu'on va appliquer cette loi. Ça devait commencer cette année. Je crois qu'officiellement... ça devait commencer maintenant, cette année. Ce que le ministère de l'Éducation avait déclaré officiellement, c'est que l'introduction des langues nationales va commencer l'année prochaine. Non, c'était prévu cette année. Voilà. Il y a une année que l'Institut des langues nationales devrait être rouvert et le travail de la formation fait. C'est cette année scolaire, 2023-2024, que ça devait commencer. Maintenant, on nous dit que c'est 2024-2025. Ça, c'est un problème. La deuxième chose, c'est que par rapport à cette ADP, on est en train de supprimer les écoles privées. Les écoles privées, là où il y avait un travail sérieux, où il y avait des résultats. Beaucoup de la classe politique négro-africaine, la classe moyenne, ou même les pauvres, qui n'avaient plus aucun choix que d'inscrire leurs enfants dans ces écoles privées. Parce qu'au niveau du public, vous qui êtes un professeur dans ces institutions, vous savez que rien ici passe. Il n'y a aucune formation, il n'y a aucun résultat, les gens n'apprennent pas, pratiquement les classes sont fermées tout le temps, les gens ne sont pas sérieux. Et on est en train carrément de nous mettre complètement dehors par rapport à cet enseignement. On a supprimé la première année fondamentale, la deuxième année, et l'année prochaine, d'ici 4 ans, ce sera free en école privée. Donc ça veut dire que nous serons complètement hors d'état dans la gestion de ce qui se passe dans ce pays. Donc nous n'existons pas, nous ne comprenons pas qu'on nous dit qu'il y a apaisement.
ça ne correspond à Bon, rien du tout. Et que rien ne bouge. Oui. Si ça bouge, c'est dans le mauvais sens pour nous. Oui, mais en tout cas, vous savez que nous sommes à la veille des élections présidentielles, donc ce sont des échéances qui sont vraiment à nos portes. Ouais. Et on sait que l'opposition, comme vous l'avez souligné d'ailleurs, vous l'avez reconnu, actuellement, il n'y a vraiment pas un cadre de concertation pour que l'opposition puisse vraiment unir sa position et pouvoir avoir du poids face au camp du pouvoir qui a déjà désigné son candidat et qui est déjà en avance. Est-ce que vous pensez que l'opposition a une chance, si mince soit-elle, pour pouvoir vraiment faire le poids à la prochaine élection? S'il y avait des élections, n'importe qui pouvait battre Razouane. Ouais. C'est le président le plus impopulaire qui a dirigé ce pays. Ouais. Le problème ne se pose pas à ce niveau, qu'il n'y aura pas d'élection. En fait, comme on l'a fait au niveau des élections passées, où des résultats sont sortis de nulle part, même au temps de Maouia, on n'avait jamais vécu ce genre d'élection. Donc, les élections, s'il y a un candidat, ce n'est pas pour faire une campagne, c'est pour être désigné, c'est pour être désigné d'office. Donc, il n'y aura pas d'élection. Même si l'opposition est divisée, s'il y a des élections dignes de son nom, si elles sont transparentes à 50%, c'est une grande chance pour pouvoir changer ce pays. Parce que depuis son avènement au pouvoir, Razouani est très impopulaire, les prix ont pratiquement triplé ou quadruplé, et le panier de la ménagère pratiquement vite, on ne se retrouve plus. Partout les gens se plaignent, partout ces gens se plaignent. Et s'il faut y ajouter ce que nous vivons, aussi, bon, je crois qu'il n'y a aucune chance pour le pouvoir. Bon, pour vous, quelle est la stratégie que l'opposition doit adopter pour pouvoir vraiment unir ses rangs et éventuellement concurrencer le candidat du pouvoir, qui est en très bonne position actuellement? Bon, très bonne position, c'est vraiment discutable. Parce que qui sont avec le pouvoir, ce sont les fonctionnaires, les cadres, les ministres, les gouverneurs, etc. La population n'est pas avec eux, Dieu seul sait. Et qu'est-ce que l'opposition doit faire? L'opposition doit s'unir, doit demander à ce que cette CENI-là, qui est un pan du pouvoir, qui n'est qu'un commis du pouvoir, qu'elle soit supprimée, qu'on ait une CENI digne de ce nom. Ça, c'est un côté. Et qu'on revoie le problème de l'état civil. C'est une nécessité parce que actuellement, on a presque près de 300 à 500 000 personnes qui ne sont pas recensées et qu'on est en train d'arrêter ça en décembre. Et revoir toutes ces choses-là qui nous permettent de tenir une élection digne de son nom. Et puis, même s'il y a plusieurs candidats, qu'ils font une alliance pour soutenir notre candidat au deuxième tour, parce que ce serait très très facile d'aller vers un deuxième tour, quel que soit ce qui se passerait pendant ces élections. Quels sont selon vous, à l'heure actuelle, vraiment les problèmes prioritaires auxquels vraiment le pouvoir doit s'attaquer en Mauritanie? Le problème prioritaire pour nous, si ça ne revenait qu'à nous, c'est le problème de la citoyenneté. Parce que nous nous considérons comme des citoyens de seconde zone. Il faudrait que nous ayons le droit d'avoir notre état civil. Il faut que nous existons tout d'abord. Si nous existons, il y a des problèmes que nous avons vécus. Toutes ces années-là, il faudrait que nous trouvions des solutions par rapport à ça. Ces solutions ne pourront être que ce fait de traiter ce problème de la cohabitation entre nos communautés. Traiter ce problème du passif humanitaire. Le traiter comment? Par exemple, quelle est votre approche, vous, de l'unité nationale? L'unité nationale, comment vous pensez pouvoir la résoudre, par exemple, si jamais vous êtes au pouvoir? Si dans mon introduction, j'ai dit que, comme les flammes d'ailleurs l'avaient demandé en 1986 dans le manifeste des négro-africains, il faut que tous les Mauritaniens se regroupent autour d'une table. Le problème mauritanien, nous pourrons les traiter qu'entre Mauritaniens. Par rapport à cette initiative, j'ai fait une ébauche dans mon introduction. Il faudrait qu'il y ait un partage du pouvoir. Il faut qu'un partage des richesses à travers une mécanique par rapport à ça.
qui va nous permettre de résoudre tous ces problèmes que nous vivons au niveau de l'éducation, au niveau de la culture, au niveau que dans des commissions, ces choses soient traitées et que nous puissions mettre, qu'il y ait une transition la plus raisonnable possible pour éventuellement ne pas se précipiter pour des élections qui nous chemineront à rien. Et j'ai dit, comme corrigé, j'ai dit que dorénavant, que le président qu'il n'y ait plus la possibilité que le président de la République, le Premier ministre, que le président de l'Assemblée, le président du Conseil économique et social, le président de la Cour suprême, etc., après, appartiennent ensuite à une seule communauté, que nous partageons ça à des niveaux, que ça permette qu'on mette des garde-fous pour éventuellement pouvoir traiter. C'est à peu près ça. Ouais. Il y a également cette question de la justice sociale qui revient toujours vraiment dans les revendications de l'opposition. Comment vous voyez ça, la justice sociale? Est-ce qu'elle existe? Est-ce que... Moi ce mot n'a aucune signification pour moi. Si au niveau social, il y avait nous ne y reconnaissons pas. Ça n'existe pas pour moi. Et que si on veut faire quelque chose de sérieux, il faudrait que nous soyons égaux dans ce pays, que nous puissions étudier au même titre que les autres, que nous pouvions accéder à l'emploi au même titre que les autres, que nous pouvons accéder à haute responsabilité au même titre que les autres, que nous pouvons pouvoir être des hommes d'affaires dignes de son nom, que nous pouvons faire toutes les choses qui sont faisables au niveau, entreprendre des choses comme au titre que tout le monde. Et la possibilité d'avoir des licences comme tout le monde, pouvoir travailler comme tout le monde. Si ça, moi je crois que la justice sociale n'existe pas. Et par rapport à la gestion des biens publics, on a vu que récemment, par exemple, il y a eu une mission du FMI qui était passée ici en Nouakchott, qui a fait une évaluation vraiment de la situation économique du pays. Et les experts du FMI vraiment ont donné un satisfecit. Et ils ont remarqué que vraiment tous les voyants sont au vert. Est-ce à dire que la gestion vraiment... La première des choses que... Voilà. Si j'ai à saluer quelque chose pendant le régime de Ghazouani, c'est ce qui a été fait au niveau de l'Assemblée, au niveau des enquêtes, où pratiquement 317 personnes ont été inculpés d'avoir dans les détournements. Et malheureusement, la montagne a accouché d'une souris. Au finish, on ne cherchait que l'ancien président et une dizaine de personnes qui sont là, 13 peut-être. On aurait pu corriger. Maintenant, par rapport à FMI, ça, ce sont des résultats qui ne vont pas dans le panier de la ménagère. C'est par rapport à des chiffres. Mais c'est très important. C'est très important pour le pays. Parce que la note du FMI est décisive pour les financements qui sont nécessaires pour tous les projets que le gouvernement va entreprendre. Est-ce que vous savez que toutes les finances qui viennent au niveau ici, que les 70% retournent parce qu'il n'y a pas... capacité d'absorption. Il n'y a pas d'absorption. Donc ça veut dire que cet argent qui viendra, ce financement qui viendra, retournera. Ça ne servira à rien. Et ces chiffres-là, vous savez, Bakary, ils ne correspondent à rien. Vous savez ce qui se passe partout. Si l'État en profite pour se glorifier, ça, au panier de la ménagère, autour de nous, ce n'est pas visible. Ce n'est pas visible. Ça peut entraîner une explosion sociale et ça... L'effet peut-être en sera en partie responsable. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a des pays vraiment qui envient la Mauritanie. Et puis des pays qui comptent sur l'échiquier, comme la Tunisie par exemple, qui n'arrivent pas à trouver vraiment les financements nécessaires. Ils ne savent pas ce qui se passe ici. La Tunisie n'a rien à envier à la Mauritanie. L'éducation n'existe pas en Mauritanie. La Tunisie est en avance de près de 50 ans par rapport à la Mauritanie. Les chiffres ne correspondent à rien. Moi, je crois que quand on est sérieux, on sait ce qui se passe ici. Nous devrions vivre vraiment agréablement dans ce pays, parce que nous sommes très peu. Nous avons énormément de richesses, Bakary. Nous avons vraiment énormément de richesses.
Il est possible que nous ayons les meilleures universités si on avait investi dans l'avenir. Malheureusement, nous investissons dans des immeubles, nous investissons dans des trucs qui ne correspondent à rien. Au lieu de faire quelque chose, faire sérieusement au niveau de l'éducation, faire sérieusement au niveau des infrastructures dignes de son nom, faire des choses au niveau de l'assainissement, tout ce qui est infrastructure, les grands travaux pour permettre aux gens de travailler, on investit dans des choses qui ne servent à rien. Nous ne faisons qu'importer, nous ne produisons rien. Si ce bénéfice économique-là n'est pas durable, ne correspond à rien, c'est une vente de matières premières, etc. Ce ne sont pas des produits finis, donc ça ne correspond à rien. Je crois que ça finirait par... Pour revenir un peu à l'éducation, parce que là, quand même, il y a un très grand projet qui est porté par le président de la République lui-même, qui est le projet de l'école républicaine, qui est engagé ici depuis maintenant pratiquement 2 ans, de manière effective. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même quelque chose... Monsieur Bakary, je suis désolé, je sais que le président de la République, tous les spécialistes de l'éducation, tout le monde est d'accord que c'est un échec. Tout le monde est d'accord que c'est un échec. Je vais vous donner un exemple. L'année passée, quand on a commencé, avec la première année, j'étais dans une école au niveau de l'abattoir ici. Une classe de 172 élèves en première année, où les enfants étaient en bas des tables, un peu partout. L'institutrice est restée 2 ou 3 jours. Elle a disparu. Et ces enfants sont dans la rue. Cette année, la deuxième année, beaucoup d'enfants seront dans la rue. Si c'est ça l'école républicaine. Alors que le président, les ministres, les hommes d'affaires et tous les autres qui sont nantis ont les enfants dans les écoles américaines, dans les écoles françaises et dans les écoles prestigieuses. Si c'est l'école républicaine, pourquoi tous ces gens ne sont pas versés au niveau de... Je n'y comprends rien. Ok, merci. Donc là, on est un peu pressé par le temps. Je vais un peu revenir à la CVE, votre coalition. Comment vraiment compte-t-elle s'y prendre pour tenir le coche et conquérir sa place au niveau de l'échiquier politique national? Nous sommes déterminés. Comme je vous l'ai dit, malgré tout ce qu'on nous a fait, on a aidé la JD à faire ses résultats. Et nous devrions normalement là avoir au moins 2 députés à l'Assemblée, voire 3 députés à l'Assemblée nationale. Si ce n'était, quelle que soit la fois, on a des conseillers municipaux. On est en train de travailler. On est en train de nous restricter. Le pouvoir refuse de nous donner un récépissé, ce qui n'est pas juste du tout. Mais nous nous mettons, nous allons partout, nous sommes en train de nous structurer. À défaut vraiment de pouvoir avoir notre propre parti, nous aurons des alliances qui nous permettront nous entraider avec toute l'opposition sérieuse pour éventuellement de forcer le régime à aller résoudre les problèmes que nous vivons au niveau politique. Est-ce que vous avez un dernier mot à adresser à l'opinion, au pouvoir, à l'issue de l'émission? Moi, si je dois demander au pouvoir, c'est de voir ce qui se passe. Ce qui compte, c'est de laisser des traces. La vie est très courte. Pour l'histoire, il faut laisser de bonnes traces. Les bonnes traces, qu'il sache, il le sait, que ce pays va très très mal. Que la Mauritanie est divisée en 2. Et que le mieux, c'est de regrouper toute cette Mauritanie. S'ils tiennent à savoir vivre dans un niveau d'un État unitaire, de traiter ce problème de la cohabitation, qu'il y ait des assises vraiment élargies, s'il veut vraiment marquer l'histoire, qu'il ait le courage, qu'il ose appeler tous les Mauritaniens autour d'une table et éventuellement refonder ce pays pour éventuellement que nous puissions vivre tranquillement parce que on voit ce qui se passe à côté, au Mali, on veut ce qui se passe au Soudan, on voit ce qui se passe ailleurs. Une guerre civile n'arrange aucune personne. Une crise n'arrange aucune personne. Le mieux que nous vivons dans la paix. La paix, la meilleure manière, c'est de vivre quelque chose une démocratie où il y a un apaisement total, où les gens se reconnaissent comme étant des citoyens par entière, où c'est que les gens puissent défendre le pouvoir, défendre leur pays quand ils sont ailleurs, et quand on regarde la télévision mauritanienne, qu'on sache qu'il y a
des Noirs dans ce pays, quand on voit la diplomatie, qu'on sache, et qu'on ait des bonnes relations avec le voisinage, le Sénégal, le Mali, etc. C'est ce qui nous permet, parce que nous avons la chance d'avoir beaucoup d'hommes d'affaires, qui en fait sont tous des arabo-berbères, qui sont dans la sous-région. Donc leur avant, le mieux pour eux, pour nous tous, c'est que ce pays soit paisible. Ça ne sera possible qu'en résolvant ce problème de la cohabitation. Voilà, donc nous arrivons, chers téléspectateurs, au terme de cette émission où nous avons donc fait le tour des grandes questions de l'heure avec donc notre invité, M. Aboubakry Souleymane Ba, qui est le président du comité de suivi donc, de la CVE. Merci beaucoup, M. Ba, pour l'invitation. Et donc, je vous remercie également tous nos téléspectateurs qui ont suivi donc, cette émission. Et nous vous donnons rendez-vous le vendredi prochain pour une prochaine émission. Merci et bonne soirée.